C'est l'ouverture de l'édition de ce vendredi sur Lumière du Monde Télévision. Merci de nous rejoindre. Voici le sommaire de ce bulletin. Que revêt la décision des autorités burundaises de fermer les résidences universitaires alors que le pays traverse une véritable crise sociopolitique après l'annonce de la candidature du chef de l'État? Si pour le ministre de l'Intérieur cela s'explique par des raisons de sécurité, les étudiants y voient une manœuvre visant à empêcher les rassemblements. La polémique enfle en Centrafrique autour de l'affaire des abus sexuels de plusieurs mineurs par des soldats français. 14 militaires de l'opération Sangaris se sont visés par les enquêtes ouvertes à Paris et à Bangui. Et en Israël, des milliers de juifs éthiopiens sont sortis dans les rues de Jérusalem ce jeudi pour dénoncer le racisme de la police à leur endroit. Le compte rendu dans ce journal. Cap d'abord sur le Burundi où le gouvernement a ordonné ce jeudi la fermeture des résidences universitaires. La décision intervient dans un contexte marqué par des troubles sociopolitiques après l'annonce de la candidature du président Nkurunziza pour le scrutin de juin prochain. Pour les étudiants, cette mesure vise à empêcher les contestations en milieu universitaire et ce alors que le ministre de l'Intérieur évoque un recours au dialogue pour désamorcer la crise. Nous avons appelé la presse pour d'abord lancer un message d'apaisement pour dire que la situation est sous contrôle, que les forces de l'ordre de sécurité commencent à redresser la situation et remercier les citoyens de Bujumbura qui sont restés sereins et qui ont gardé la tranquillité, qui n'ont pas répondu à ce mouvement. Et nous avons également voulu tranquilliser les politiciens et toutes les parties prenantes au processus électoral, qu'au Burundi, nous avons opté pour la voie du dialogue et que nous allons poursuivre cette voie de dialogue pour pouvoir trouver des solutions aux différentes divergences entre les protagonistes politiques du 4 au 5 avec l'appui des Nations Unies à travers la mission d'observation des élections au Burundi. La suite dans l'affaire du viol de mineurs centrafricains par des soldats français de l'opération Sangaris. Le parquet de Bangui a ouvert une enquête pour déterminer les responsabilités dans cette affaire alors que de nombreux témoignages d'enfants âgés de 9 à 15 ans viennent accabler les 14 militaires inculpés. Les faits d'abus sexuels se seraient déroulés entre décembre 2013 et juin 2014 alors que les éléments de Sangaris étaient commis à la surveillance du camp de réfugiés de l'aéroport de Bangui Mpoko. C'est sur ce camp de l'aéroport Mpoko à Bangui que des soldats français auraient violé des enfants de décembre 2013 à juin 2014. Les déplacés sont consternés. Ils ont l'habitude d'amener les petites filles comme ça dans la bourse pour faire les rapports sexuels. Ils ne sont pas venus pour nous protéger, ils sont venus pour saccager notre pays, faire du mal aux enfants. À la tête d'une association qui enquête sur les abus des casques bleus, Paula Donovan affirme qu'elle a eu accès aux documents des Nations Unies. Certains jeunes garçons auraient été régulièrement abusés. Dans l'un des cas, un enfant raconte qu'il a été appelé par un soldat depuis sa voiture. Le soldat lui a parlé par la fenêtre et lui a proposé des rations de nourriture. Ensuite, il lui a montré son téléphone sur lequel il y avait une vidéo porno d'une femme qui faisait une fellation à un homme. L'enfant a expliqué que le soldat lui avait montré son sexe et lui avait dit qu'il devait faire ce qu'il venait de voir sur la vidéo. En tout, 6 témoignages d'enfants âgés de 9 à 15 ans ont été recueillis par les enquêteurs. 14 militaires français sont mis en cause. Seuls quelques-uns ont déjà été identifiés. Les enquêtes sont pourtant ouvertes par le ministère de la Défense et le parquet depuis fin juillet 2014. Des investigations vont aussi être menées par le procureur de Bangui. D'ores et déjà, des instructions ont été données à la police judiciaire, notamment la section de recherche et d'investigation, pour investiguer sur ces faits qui sont des faits extrêmement graves. Le parquet de Bangui regrette de n'avoir été informé que récemment de cette affaire et des enquêtes en cours. Et le chef de l'État français a tenu à réagir à ce scandale. Selon François Hollande, l'enquête ira jusqu'au bout. Et si les faits sont avérés, alors les sanctions à l'encontre des fautifs seront implacables. Si certains militaires, je n'en sais pour l'instant pas plus,
s'étaient mal comportés, eh bien, il y aurait des sanctions qui seraient à la hauteur de la confiance que nous portons à l'égard de l'ensemble de nos armées. Parce que moi, je suis fier de nos armées et donc implacable à l'égard de ceux qui se seraient mal comportés, si c'est le cas en Centrafrique. Nous avons diligenté une enquête et nous avons saisi la justice. Et maintenant, il conviendra d'aller jusqu'au bout des procédures. Et quand les faits seront établis, s'ils le sont, si ces informations sont confirmées par les enquêtes judiciaires et par l'enquête de commandement, alors, à ce moment-là, et par la justice et par l'autorité militaire, il y aura des sanctions qui seront à proportion des faits qui auront été constatés. Et si c'est grave, les sanctions seront graves. Dans l'actualité en Israël, l'on estime à 2000 le nombre de juifs éthiopiens qui sont sortis dans les rues de Jérusalem dans la soirée d'hier pour dénoncer les bavures policières à l'encontre de la communauté juive originaire d'Éthiopie. Selon les manifestants, la police israélienne multiplie les actes de racisme sur ces juifs noirs qui sont estimés à environ 120 000 dans le pays. C'est une voix qu'on entend rarement, celle des Israéliens d'origine éthiopienne. Hier soir, ils étaient 2000 à dénoncer le racisme de la police à Jérusalem. Un manifestant brandissait une pancarte « En Europe, on tue des juifs parce qu'ils sont juifs et en Israël, on tue des juifs parce qu'ils sont noirs ». La police fait usage de la force d'une façon disproportionnée contre les civils israélo-éthiopiens, raconte Avi Tessema. Il y a beaucoup de cas où ils ont été battus par la police. Plus de 120 000 juifs éthiopiens vivent en Israël. Il aura fallu longtemps à l'État hébreu pour reconnaître ces juifs. Et ce n'est que dans les années 80 et 90 qu'Israël a organisé l'émigration de 80 000 d'entre eux vers la terre promise. Il y a quelques encablures des frontières israéliennes proches du nord de la bande de Gaza. Les éléments du Hamas semblent se préparer à une reprise des combats avec l'armée israélienne. Chaque jour, les habitants du village juif de Netiv HaHassara peuvent apercevoir à quelques centaines de mètres de chez eux des commandos du groupe islamiste s'entraîner sous la houlette de leur chef militaire Mohamed Deif qui serait encore vivant. Cela se passe dans le nord de la bande de Gaza, à quelques centaines de mètres de la frontière avec Israël. Le Hamas s'entraîne à balles réelles et en groupe de cellules paramilitaires. De l'autre côté de la frontière, dans le village de Netiv HaHassara, les habitants scrutent avec attention les entraînements du Hamas, mais semblent ne pas s'en émouvoir. Cela ne nous étonne pas. Nous vivons ici depuis de nombreuses années et les guerres se succèdent les unes après les autres. Et je n'ai pas de doute qu'il y en aura une. On entend des balles réelles, des tests de missiles vers la mer, des entraînements de commandos. Il suffit de regarder du côté des dunes pour comprendre que le Hamas s'entraîne. Explosifs, actions commando, points d'observation et prise de renseignements en direction d'Israël. Le mouvement terroriste palestinien opère en plein jour. Pas forcément de quoi changer le cours de la vie de cet agriculteur. Nous savons qu'il y aura une, voire plusieurs confrontations à l'avenir, mais je ne me lève pas le matin en me disant que de l'autre côté de ce mur se trouve un ennemi. Nous profitons de cette période de calme, même si nous savons que le Hamas cherche par tous les moyens à se réarmer. Un sang-froid détonnant, car au même moment on apprend que Mohamed Deif, chef des brigades Ezedim El-Qassam, la branche militaire du Hamas, est bien vivant. Il aurait donc échappé à la tentative d'élimination par Israël durant l'opération Bordure protectrice de l'été 2014. Quelques lueurs d'espoir dans une marée de désespoir. Ce sont au moins 3 survivants qui ont été secourus en 5 jours après le séisme de samedi au Népal. Hier, une jeune femme a été retrouvée sous les décombres à Katmandou, quelques heures après le sauvetage d'un adolescent de 15 ans qui aura passé 120 heures sous les ruines. Pour l'heure, le bilan officiel fait état de 6200 morts. Au Népal, c'est le genre de scène qui donne du baume au cœur aux secouristes et à la population. Le sauvetage miraculeux d'une jeune femme retrouvée vivante sous des décombres à Katmandou. Un peu plus tôt dans la journée, c'est un adolescent de 15 ans que les équipes de secours ont sorti des débris. Plus de 5 jours après le séisme, les chances de retrouver d'autres survivants deviennent de plus en plus minces. Ce secouriste israélien revient sur le sauvetage de la jeune femme ce jeudi.
Il y avait un autre corps au-dessus d'elle, dit-il. Ça lui a évité d'être elle-même écrasée par les murs et les dalles. Autour d'elle, il y avait une petite poche d'air qui lui a permis de respirer pendant plus de 130 heures, bien qu'elle n'ait eu ni de quoi boire ni de quoi manger. À ce jour, les autorités ont confirmé la mort de plus de 6200 personnes, un bilan qui devrait s'alourdir à mesure que les équipes népalaises et internationales pourront explorer toutes les zones sinistrées. Et à Katmandou, des milliers de personnes tentent de déserter la capitale pour échapper à d'éventuelles nouvelles secousses. Les conditions de vie sur place sont particulièrement difficiles pour les rescapés du séisme désormais sans abri. Reportage à Braunau am Inn, dans l'ouest de l'Autriche, à la découverte d'un logement bien particulier. La maison du Führer Adolf Hitler, c'est dans ce village autrichien que naissait le 20 avril 1889, celui qui deviendra 44 années plus tard le chef de l'Allemagne nazie, auteur du plus grand massacre de l'histoire contemporaine. 70 ans après sa mort, son domicile familial ne cesse d'obnubiler les esprits en Autriche. Destination Braunau am Inn. Les nazis dehors sont venus scander ces manifestants antifascistes devant cette bâtisse jaune. C'est ici qu'a vu le jour Adolf Hitler en 1889 et pour eux, c'est toujours un symbole de l'extrême droite. Pendant quelques semaines seulement, le jeune Adolf habitera au rez-de-chaussée de la pension où ses parents louent un appartement. Les archives de la ville conservent la trace de la venue au monde du futur dictateur, le jeudi 20 du mois d'avril. Pour Florian Kotenko, historien spécialiste de Braunau, la fascination que suscite encore la maison d'Hitler s'explique avant tout par son aspect très anodin. Il est d'une certaine façon une icône du mal. Et Hannah Arendt a aussi parlé de la banalité du mal. Dans ce cas, il est certain que lorsqu'Hitler habitait à Braunau, il avait une famille très banale et normale. La maison est depuis l'époque nazie l'attraction phare de la municipalité, aux grandes dames des 17 000 administrés de la ville, exaspérés par la publicité que leur fait la bâtisse. Monika Raschhofer, rédactrice en chef d'une publication locale, voit depuis plusieurs dizaines d'années défiler les journalistes du monde entier, inlassablement attirés par la même histoire. Assurément, il y a beaucoup d'habitants ici qui souhaiteraient que Braunau ne soit pas seulement perçu comme la ville de la maison d'Hitler, mais aussi pour son patrimoine historique gothique qui est beaucoup trop peu reconnu. C'est vraiment le souhait de beaucoup d'habitants qu'une autre image de la ville soit proposée. Le bâtiment du 15 rue Salzburger Vorstadt est fermé depuis 2011. La propriétaire refuse que l'État, unique locataire des 800 mètres carrés, y mène des travaux de modernisation. Le gouvernement autrichien cherche aujourd'hui coûte que coûte à reprendre la main sur la maison, pour empêcher notamment qu'elle devienne un lieu à la gloire du dictateur. Il nous faut bien reconnaître les faits, et les faits sont qu'il y a un contrat locatif. Donc nous avons d'une part fait une proposition d'achat, et d'autre part, parallèlement, nous essayons de trouver une voie légale pour l'expropriation. La municipalité a fait installer devant la maison un bloc de pierre en mémoire des victimes de l'Holocauste, appelant à la paix et à la liberté. Une stèle qui a déjà été la cible de dégradation. Au ministère, on assure que l'acquisition de la maison aura lieu avant la fin de l'année. Parmi les projets ensuite envisagés, la maison pourrait devenir un centre pour handicapés, avec l'espoir que le calme puisse enfin revenir sur le village de Braunau. Les intentions se précisent dans la course à la succession de Barack Obama à la Maison-Blanche. Ce jeudi, c'est un pilier de l'aile gauche du Parti démocrate, Bernie Sanders, qui a annoncé sa candidature. Le sénateur du Vermont a décidé de tenter ses chances face à l'ex-première dame Hillary Clinton, largement en tête dans les sondages. Aux États-Unis, Bernie Sanders se lance dans la course à la présidence. Âgé de 73 ans, ce sénateur du Vermont est classé à la gauche du Parti démocrate. Lui-même se dit socialiste. Son thème de prédilection, la critique de la toute-puissance de l'argent. Il est le deuxième candidat à se déclarer dans le camp démocrate après Hillary Clinton, qui pour le moment est largement en tête dans les sondages.
Et on reste aux États-Unis pour évoquer les manifestations contre les bavures policières sur les Afro-Américains. Ce mercredi, plusieurs villes sont entrées dans la danse de la colère après Baltimore, où des milliers de personnes sont encore sorties hier pour dénoncer la mort du jeune Freddie Gray. Ils sont des milliers à s'être rassemblés dans plusieurs villes des États-Unis. Des manifestations contre les violences policières ont eu lieu mercredi à New York, Washington ou encore Denver, tandis qu'à Baltimore, une grande marche s'est déroulée dans le calme, 2 jours après les émeutes. Les manifestants ont défilé sous haute surveillance. La police veillait notamment au respect du couvre-feu imposé dans la ville, suite aux violences qui ont fait une vingtaine de blessés parmi les forces de l'ordre lundi soir. Ces émeutes, les pires depuis des décennies, ont suivi la mort de Freddie Gray, un noir de 25 ans, décédé le 19 avril alors qu'il était en détention. Dans tout le pays, les manifestants se sont donc mobilisés avec le même message. Les contestataires réclament justice, mais aussi une réforme de la police. Des débordements ont conduit à des arrestations dans plusieurs villes, quelques 60 personnes à Manhattan et d'autres à Denver. À Baltimore, la police a interpellé près de 270 personnes depuis lundi, dont une vingtaine au cours de la journée de mercredi. Et on termine avec les informations du monde chrétien pour dire d'abord que des milliers de fidèles et une cinquantaine de pasteurs se sont réunis lundi dernier au stade de Yaoundé au Cameroun pour afficher leur solidarité envers les victimes de Boko Haram. Pour rappel, la secte islamiste sème la terreur dans le nord du pays comme au Nigeria. Lors de cette célébration, l'église évangélique du Cameroun a réaffirmé que face à la terreur, les armes du chrétien sont la foi, l'amour, le pardon, la prière et la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Et parlons toujours d'incitation à la paix. 500 pasteurs de Baltimore aux États-Unis ont marché cette semaine dans la foulée des violences qui ont suivi l'inhumation du jeune Freddie Gray pour porter le message de Christ au cœur de ce conflit racial. Comme l'affirmait le pasteur Uriel Castrillon dans un journal local, le Seigneur Jésus l'a dit, bénis soient les artisans de la paix. C'est ici que se termine notre randonnée de l'actualité pour ce vendredi. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain pour une autre session d'information sur Lumière du Monde Télévision. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.